Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 19 juillet, installez-vous confortablement, nous allons découvrir ensemble le sommaire de ce journal. Nos invités seront Stéphane Bern, le co-commissaire de l'exposition consacrée au prince bâtisseur, le prince Régnier III évidemment, dont on célèbre cette année le centenaire de sa naissance. Nous serons également avec Sandra Petit, la responsable des Journées mondiales de la jeunesse pour le diocèse, un rassemblement de près d'1 million de personnes le 26 juillet à Lisbonne pour communier avec le pape François. Nous reviendrons sur une vente aux enchères d'une sculpture de César faite avec une structure métallique de la Tour Eiffel. Et dans le domaine culturel, des jeunes de la Principauté ont bénéficié mercredi soir d'une scène ouverte dans le cadre du Théâtre du Fort Antoine, sans oublier les ballets de Monte-Carlo qui présentent Cendrillon à la salle Garnier du 18 au 20 juillet. Régnier III, le prince bâtisseur, voici le thème de la nouvelle exposition qui vient d'être inaugurée en fin d'après-midi dans la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Christine Datomel a assisté à la visite réservée à la presse. Reportage. Une exposition qui retrace la vie et le parcours du prince Régnier III, des photos inédites du prince bâtisseur de son enfance à ses vieux jours. Une exposition extraordinaire qui met en lumière le côté visionnaire du souverain qui a su projeter la principauté d'après-guerre dans une ère de prospérité économique, de développement urbanistique et d'expansion territoriale. Son action et tout ce qu'il a construit pour Monaco n'a pas été simplement sur l'urbanisme. Il a construit aussi un Monaco économique, il a construit un Monaco social, un pédagogique avec un développement de l'enseignement, culturel. Enfin, il y a eu toutes les facettes, le tourisme qu'il a développé. Donc, toutes ces facettes-là ont fait de lui véritablement un prince visionnaire. Et c'est pour cela que l'on a appelé en sous-titre cette exposition une ambition pour Monaco, parce qu'il avait véritablement une ambition pour son pays. Et par cette ambition, je pense que les Monégasques et tous les résidents de Monaco en profitent encore et ont une belle vie. Combien de temps vous avez mis pour la monter ? Alors exactement 8 mois entre l'écriture bien évidemment du scénario et puis après la conception avec les 2 jeunes scénographes qui ont été choisis pour avoir un regard jeune, un regard nouveau. Ce sont 2 personnes qui n'ont pas connu le prince Régnier et avoir ce prisme, ça montre à quel point ils ont ressenti l'importance de toute son action et ont réussi à la mettre en valeur. Une exposition qui dévoile comment le prince Régnier III a bâti Monaco en un état moderne, en le dotant d'infrastructures politiques, juridiques et constitutionnelles, et comment il s'inscrivait à la fois dans la continuité historique et dans l'innovation, tout en étant animé par une seule ambition, garantir la prospérité et le bien-être des Monégasques. Une exposition qui se tiendra jusqu'à la fin de l'année à la salle d'exposition du quai Antoine Ier, puisqu'elle refermera ses portes le 31 décembre. Et pour en savoir davantage, recevons le co-commissaire de l'exposition, Stéphane Bern. Bonsoir. Bonsoir. Régnier III, le prince bâtisseur, c'est effectivement avec ce surnom qu'on le connaît le mieux, mais un rappel quand même, pourquoi on l'appelait le prince bâtisseur ? C'est uniquement en rapport avec l'urbanisme ou ça va au-delà ? Évidemment, s'il a ce surnom de prince bâtisseur qu'on lui a donné déjà dès son avènement en 1949-1950, ça va bien au-delà des constructions, même s'il a entièrement changé le visage de la principauté avec toutes ses infrastructures, pas seulement les routes, la voie ferrée, mais également les constructions des immeubles, les infrastructures hôtelières. C'est aussi parce qu'il a bâti la prospérité nouvelle de Monaco. Au sortir de la guerre, le pays était exsangue, il n'y avait plus de moyens, il n'y avait plus rien. Il a rebâti la prospérité de Monaco. Alors, en se dotant d'un outil économique, la SBM, qu'il a repris à sa main à partir des années 60, il a réexaminé les relations avec la France, il s'est doté de moyens constitutionnels avec une nouvelle constitution. Et donc, il a vraiment bâti la prospérité de Monaco en l'imposant aussi sur le plan de l'environnement, en ratifiant un certain nombre de conventions internationales, en imposant Monaco sur la scène mondiale avec l'adhésion à l'ONU en 1993, le Conseil de l'Europe en 2004, et en ratifiant toutes les conventions. Bref, si vous voulez, il a bâti la prospérité et ce qu'on peut appeler un État souverain, neutre et indépendant. Et ça, cette volonté, vous savez, il l'a déjà exprimée
en 1944. Et dans le début de l'exposition, eh bien, on raconte l'enfance d'un chef, comment déjà mûrissait en lui eh bien, cette volonté eh bien, de rebâtir Monaco et d'être vraiment un bâtisseur de la prospérité de Monaco, mais pas pour lui, pas seulement pour ses successeurs, mais aussi pour le bien-être, la prospérité des Monégasques. C'était un prince qui vivait au milieu de la population. Et surtout, s'il y a une chose qui m'a touché, moi, dans son parcours, c'est qu'il a voulu exalter la fierté des Monégasques. Il a voulu vraiment revivifier toutes les traditions avec Ucavagnette, mais aussi avec ce pique-nique, mais aussi la paladienne, toutes les traditions, en montrant que c'était important d'être fier d'être monégasque. Vous y avez partiellement répondu, hein, mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce personnage? Qu'est-ce qui vous intéresse dans The Prince Régnier III? Ce qui me plaît, c'est que voilà un homme qui, au fond, n'était pas prévu pour régner tout de suite. En 1949, à la mort de son grand-père, il y avait sa maman, la princesse Charlotte, d'abord, et puis qui simplement a pris conscience qu'il avait un rôle à jouer, qu'être prince, c'était pas un métier, comme il le disait, mais c'était une charge héréditaire, une charge lourde, et qu'il fallait prendre cette charge à bras-le-corps. Il a essayé d'en faire quelque chose. Premier prince de Monaco à naître au palais princier, premier prince de Monaco à vivre en permanence à Monaco, alors qu'on le sait, le prince Albert Ier, par exemple, n'était même pas là pour la fête nationale, oui. Il était dans son château de Marchais ou à Paris. Donc, si vous voulez, il était profondément attaché aux Monégasques. Et il le dit, il le répétait, moi je me suis plongé dans ses archives, il disait c'est une famille, on est une famille, nous les Monégasques. Et je crois que c'est ça qui m'a touché, c'est qu'il n'a pas pensé à lui, il a pensé au bien-être des Monégasques, à vivre au milieu d'eux, en leur assurant, en faisant en sorte que cet outil, cette prospérité économique incroyable de Monaco puisse servir à chacun des Monégasques, aux plus fragiles, aux plus vulnérables d'entre les Monégasques, et que chacun eh bien, trouve sa part de lumière dans ce pays baigné de soleil. Vous l'avez connu, vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai souvent rencontré, voyez-vous. J'ai eu la chance de l'interviewer un certain nombre de fois. Et il était très impressionnant. Et en même temps, il faisait tout pour vous mettre à l'aise. Il était bonhomme, il était jovial, il était chaleureux. Je retiens toujours cette voix chaude, cette voix profonde aussi. Et cet homme qui avait de véritables convictions et cet amour immodéré du pays. Je me souviens d'une fois, j'avais visité le Palais Princier avec lui. Et il voulait me montrer les blanchisseuses, les garagistes, tous les petits métiers du palais. Il me disait, ils ont le sang bleu. C'est la vraie aristocratie de Monaco. Ça le touchait profondément. Donc moi, c'est un homme il m'a fait aimer Monaco. Et c'est la raison pour laquelle cette exposition qu'on a réalisée avec Christian Curaud pour la direction des affaires culturelles, eh bien je paye une dette d'honneur vis-à-vis du prince Régnier de Monaco, un pays que j'aime. Et j'avais décidé d'accepter la proposition de Françoise de faire ça bénévolement pour l'amour du prince Régnier et l'amour de Monaco. Je le rappelle, Régnier III, le prince bâtisseur, une ambition pour Monaco. C'est une exposition à découvrir du 20 juillet au 31 décembre dans la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Stéphane Bern, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Hier était la journée internationale Nelson Mandela. À cette occasion, une projection a été proposée au théâtre Princesse Grace. Le prince Albert II a assisté à la projection du film Mandela A Long Way to Freedom. Le souverain était aux côtés de la fille de Nelson Mandela. Cette soirée était proposée par la Fondation Prince Albert II, la Fondation Nelson Mandela, la Fondation Anand Shri Singh. En voici un extrait. They can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart. Retour à présent sur un rendez-vous bien ancré dans le paysage monégasque. Monaco Sculpture, un événement annuel et estival qui vous permet de découvrir des œuvres majestueuses en principauté. La vente aux enchères d'une sculpture de César, faite avec une structure métallique de la Tour Eiffel, vient d'avoir lieu. Une vente à l'hôtel Hermitage dans le cadre de la Monaco Auction Week, organisée par Arcuriel. Nous écoutons Martin Guéné, il est au micro de Christine Datomel. On installe les sculptures au printemps, au mois d'avril, dans les jolis jardins de la Principauté, dans les palaces, à l'Ermitage, à l'Hôtel de Paris. On va jusqu'au beach et on a le privilège de pouvoir y installer des sculptures, donc certaines monumentales, grandes, importantes, d'autres plus petites. Et
Et ça permet à proposer, j'appelle ça une promenade tout en sculpture, Gustave Eiffel, donc, qui a un lien fort avec Monaco parce que les fondements du musée océanographique, quel mot difficile, ainsi que le jardin d'hiver ici à l'Ermitage, sont faits par Gustave Eiffel. Et il habitait pas loin d'ici, à Beaulieu. Donc, et César, l'enfant du pays, donc avoir les deux réunis dans cette extraordinaire plaque Eiffel, donc qui est fait d'éléments de la tour Eiffel. Pour votre information, sachez que cette pièce unique de César, la sculpture Eiffel, a été vendue aux enchères à plus de 393 000 €. Les jeunes catholiques du monde entier vont se retrouver la semaine prochaine à Lisbonne. On attend 1 million de personnes pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse, du 25 juillet au 6 août. Une délégation de jeunes de la Principauté sera du voyage. Avec nous, la responsable de ces journées pour le diocèse, Sandra Petit, bonsoir. Bonsoir. De quelle manière Monaco va participer aux Journées mondiales de la jeunesse? Que vont faire les jeunes qui participent à cette aventure? Alors déjà, nous partons mercredi prochain, le 26, donc direction pour une centaine de personnes. On sera accompagné de notre archevêque, Monseigneur David. Donc là, nous allons partir du mercredi 26 jusqu'au lundi au journée en diocèse. Donc c'est dans le diocèse d'Évora, dans la ville qui s'appelle Villa Vittosa. Nous allons à la rencontre de jeunes du diocèse. Nous allons faire des activités diverses et variées avec eux. Et après, en route pour Lisbonne, pour vivre donc tout ce qui est catéchèse, cérémonie d'ouverture, la messe avec le pape, etc. Avec donc l'apothéose, ce grand week-end où nous allons retrouver avec des millions de jeunes dans un grand parc pour vivre la veillée et la messe avec le pape. Vous avez dit qu'il serait une centaine. Qui sont-ils? D'où Ouais. viennent-ils? C'est partout. Alors, essentiellement du diocèse de Monaco, forcément. On a aussi des jeunes qui font partie du diocèse de Monaco que nous avons connus toute l'année, aussi bien en cours qu'en paroisse, que dans des mouvements de jeunes cathos, qui nous rejoignent pour les JMJ. Donc, essentiellement, vraiment des personnes engagées dans le diocèse de Monaco. Et quel est l'objectif pour le diocèse qu'il y ait comme ça une délégation aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne? Et c'est inexplicable ce que l'on peut vivre pendant ces journées mondiales de la jeunesse. On part pas, on n'en revient pas comme on est parti, c'est pas possible. C'est important déjà pour montrer que nous, on a des jeunes aussi. C'est important aussi de montrer à ces jeunes, parce que souvent on dit ah mais la religion c'est ringard. Non, la religion c'est pas ringard parce que quand vous vous retrouvez sur ce week-end avec le pape, quand devant, derrière, à droite, à gauche, vous avez des millions de personnes, des millions de jeunes, vous dites on n'est pas seul au monde et ça c'est absolument incroyable. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que ce ne sont pas vos premiers Journées mondiales de la jeunesse. On Non. s'était même croisés en Allemagne, Ouais. à Cologne ensemble en À 2008. Cologne. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, c'est mes 8e. Depuis 2000 à Rome, je les ai toutes faites à part Cracovie, sinon je les ai toutes faites. J'aurais dû m'arrêter depuis un bon moment, mais chaque année je rempile, donc c'est bien que c'est important. C'est important parce que ça me permet moi de me retrouver au niveau de ma foi, de me questionner aussi et de vivre un peu aussi égoïstement tous ces moments-là, parce que je m'occupe beaucoup de jeunes, je fais du catéchisme, je suis en paroisse, je suis professeure d'instruction religieuse, donc je donne beaucoup. Mais pour donner, il faut aussi beaucoup recevoir et ça m'apporte énormément et je reçois beaucoup de par les personnes que je rencontre, de par les jeunes parce que je les vois sous un autre angle. Donc c'est absolument incroyable. Je pense que vous avez pu sentir à Cologne, ce que ça pouvait faire d'être là, même en tant que journaliste et d'avoir pu nous poser toutes ces questions et de vivre ce petit moment avec nous, à Cologne, quoi. Absolument. Et qu'est-ce que feront ces jeunes pour faire briller comme ça Monaco à travers ces journées? Pendant trois matinées des catéchèses. Donc là, ça va changer un peu le concept. D'habitude, c'était un archevêque ou un cardinal qui faisait un enseignement. Là, ça va être une grande question et les jeunes vont pouvoir participer activement. Notre archevêque, d'ailleurs, va mener lui aussi une de ces catéchèses. On va montrer fièrement notre drapeau. On va montrer fièrement que nous sommes peut-être que 100, mais on a autant de rayonnement que des milliers de personnes. Oui, ça sera une centaine parmi des centaines de milliers, voire on est quasiment proche du million, hein. Quelle est l'atmosphère? Oui, Parce que oui. c'est extrêmement festif. Extrêmement. Extrêmement, il y a beaucoup de temps très profonds, il y a des temps de prière, il y a des temps de chant. On a aussi ce qu'on appelle un festival jeunesse avec du cinéma, avec des concerts, avec des pièces de théâtre. On a ce qu'on appelle la cité de la joie où on peut avoir des temps un peu plus spirituels, des temps de confession, voilà, toutes ces petites choses-là. C'est des journées bien remplies,
Voilà, et on se retrouve aussi entre nous, donc on aura aussi entre nous, entre diocèses, des petits moments de discussion, de partage, autres que l'on vit, dans notre vie de tous les jours, dans notre petit mais grand diocèse. Avec pour point d'orgue, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, c'est une rencontre entre le Ah pape et ben les non, jeunes catholiques. Ils vont ouais, communier en quelque sorte avec le pape. C'est tout à fait. important pour ces jeunes de rencontrer le pape? Oui, c'est très, très important. C'est quand même ce qu'ils attendent aussi parce que c'est quand même notre chef, on va dire. Donc, c'est notre guide spirituel. Donc, on commence le samedi soir avec, un temps de prière, un temps d'adoration, ponctué de chants. Donc là où le pape mène, pardon, cette adoration. Donc c'est vraiment ça, c'est un moment très, très important. Ce qui est incroyable, c'est qu'au moment de l'adoration, et ça, c'est très prenant, il y a un silence incroyable. C'est-à-dire qu'au moment où on va adorer le Christ, hem, tout on a beau être, 1 000 000, mais là, on n'entend plus personne. Tout le monde se met en prière, tout le monde adore le Christ et ça, c'est un moment absolument incroyable. Et le lendemain, cette messe aussi, où là, en général, on a toujours une homélie absolument incroyable parce que le pape François fait quand même des homélies superbes. Et pour les jeunes, vraiment, il est très présent au niveau des jeunes, il est très proche d'eux et il arrive toujours à trouver les mots, pour les toucher. Sandra Petit, merci d'avoir répondu à mes questions et puis bien sûr, on vous suivra lors de Merci ces, beaucoup. Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Merci. Et on pensera à vous et on priera pour vous tous. Et C'est un très grand, grand gentil. merci. Merci beaucoup. La mairie de Monaco propose 2 soirées de feux d'artifice, le samedi 22 juillet et le samedi 5 août, suivi à chaque fois d'une soirée à thème. Ce samedi, le feu sera lancé du Port Hercule à 22 h avec un DJ qui clôturera la soirée. À savoir qu'en amont, des structures gonflables pour enfants seront positionnées sur le quai près du trampoline de 18 h à 21 h 30. Le comité des Italiens à l'étranger, en partenariat avec l'ambassade d'Italie et Caritas Monaco, ont lancé une initiative pour venir en aide aux personnes des zones les plus touchées par l'inondation qu'il y a eu il y a quelques semaines en Émilie-Romagne. Plus d'une vingtaine de commerces de la principauté y participent. Les fonds sont générés lors d'un achat par carte où vous pouvez faire un don de 1 € s'ajoutant à votre note. Pour la première fois et à l'occasion des soirées estivales du Fort Antoine, la direction des affaires culturelles a proposé hier une scène ouverte où les jeunes artistes de la Principauté ont pu exprimer chacun leur talent. Et je peux vous dire qu'il y en a eu pour tous les goûts. Reportage de Juliette Rappert et Julien Logier. Danse, hip-hop, défilé de mode, concert rock ou encore récital de piano, pour la première édition de la scène ouverte du Fort Antoine, plusieurs univers artistiques ont été mis à l'honneur. Une soirée organisée par la direction des affaires culturelles pour valoriser les jeunes talents artistiques de la Principauté et permettre aux parents de voir leurs enfants évoluer sur scène. Le premier passage que je vais faire, c'est une chorégraphie hip-hop suivie d'une chorégraphie afro que je partage avec Lily Anselem. Et ensuite, je vais danser ma libre de jazz que j'ai passé cette année à mon EAT Jazz, donc mon examen d'aptitude technique au diplôme d'état jazz ce soir. Donc j'espère pouvoir commencer ma carrière de danseuse professionnelle à Paris à partir de septembre. Et il est vrai que ce soir, c'est quand même beaucoup d'émotions que je ressens, puisque je vais la voir. Oui, je l'ai vue sur scène il y a quelques années, mais il est vrai que sinon j'ai des vidéos, puisqu'elle a dansé aux États-Unis, elle est à Paris. Voilà, je me déplace rarement pour la voir danser. 11 numéros se sont suivis tout au long de la soirée, encouragés par le public. On va parcourir un peu 3 univers. On va passer aussi par l'amour, la séduction, et avec des rythmes totalement différents. Alors c'est pas moi qui les ai écrites, c'est des covers. Michel Berger, Elvis Presley et Michael Bublé. Donc c'est vraiment, on passe du tout au tout. Mais c'est ce que j'aime faire et j'espère que le public va être réceptif à ça. Et le public était au rendez-vous, plus aucune place sur les marches du Fort Antoine. Dans un autre registre, les ballets de Monte-Carlo se produisent à la Salle Garnier jusqu'à jeudi avec une pièce emblématique de leur répertoire, Cendrillon, sur une musique de Prokofiev, reportage de José Sacré, Thomas Deus et Clélia Renaud. Après le triomphe historique de la fête de la danse sur la place du Casino, la compagnie des ballets de Monte-Carlo a retrouvé l'endroit où elle est née, l'Opéra de Monte-Carlo, pour y présenter Cendrillon, créé sur cette scène en 1999. Pour ce ballet, qu'il a rendu mondialement célèbre, Jean-Christophe Maillot a choisi de s'appuyer davantage sur la version de Grimm que sur la version du conte de Perrault. Le beau message, c'est qu'on a tous des fées autour de nous. Il suffit de savoir regarder, ça peut être un ami, ça peut être une compagne, un compagnon, ça peut être son père, ça peut être sa mère. En l'occurrence, c'est la mère de Cendrillon qui finalement ne pourra vraiment mourir que le jour où elle saura que sa fille est vraiment heureuse.
Donc il y a quelque chose de très universel dans cette histoire de Cendrillon. C'est l'amour impossible entre cette Souillon et ce prince. Est-ce qu'on n'a pas tous rêvé de ce genre d'amour fou qui réunit en fait les extrêmes? Donc voilà, il fallait se détacher aussi de toutes les anecdotes, le décor avec la cheminée, la citrouille, la pantoufle de verre qui par essence n'est pas très pratique pour un danseur. Donc moi j'ai voulu marquer le coup en travaillant sur le côté pieds nus et sur le fait que ce qui est l'équivalent d'une chaussure pour une femme, ce serait le pied nu pour un danseur. Puis il y a ce symbole de l'humilité, de la simplicité face à l'excès, au côté très démonstratif d'une société qui pourrait être un peu superficielle. Et ce sera le dernier baiser du prince, le danseur Francesco Mariottini, qui après 8 ans de bons et loyaux services quitte la compagnie. En basket, l'ASM vient d'annoncer une arrivée et un départ. L'arrivée de Pietre Corneli, le pivot international français a signé pour les 3 prochaines saisons. Il vient du Real Madrid, où il a tout simplement remporté l'Euroleague. Et le départ de Chima Moneke, qui a signé pour le club basque espagnol, le Victoria Baskonia. Passons à la météo avec Christinda Tomel. Quel temps fera-t-il jeudi, Christinda ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Jeudi, le temps qui s'installe est généralement clair, même si durant la journée, quelques passages nuageux sont prévus. La journée restera principalement ensoleillée avec un index UV à 8. Nous vous conseillons donc l'usage de protection solaire. Côté température, elles seront également élevées, 29 degrés pour les maximales et 22 pour les minimales. Le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 21h08. Demain, nous fêterons les marinas. Ils avaient le Fort Antoine pour eux, les jeunes qui ont animé la soirée de mercredi avec la scène ouverte qui leur a été offerte. Nous vous en avons parlé. Ce sont les photos du jour de Manuel Vitali. C'est la fin de ce journal. Vous retrouverez Émilie Rousseau jeudi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.